On n'y voit rien. C'est le thème de cette vidéo. On n'y voit rien, surtout si je mets mes mains devant. Et là, on n'y voit rien non plus, de toute façon. C'est le titre d'un bouquin de Daniel Arras. Daniel Arras, grand analyste de l'art, dont j'ai lu pas mal de ses bouquins, ce qui m'a aidé à écrire le bouquin suivant, qui s'intitule « L'étoile des rêves ». Et ce qui m'a amené là, c'est plusieurs réflexions qui viennent de plusieurs côtés. La dernière étant la discussion avec un grand critique de la psychanalyse qui s'est manifesté sur Facebook en disant que dans l'analyse que je donnais d'une peinture contemporaine, celle-ci, lui, il n'y voyait rien de tout ce que j'y voyais moi. Lui, il y voyait que le fait qu'elle pouvait changer Dieu comme on change de lunettes. Bon, pourquoi pas? Je lui ai répondu, mais vous avez parfaitement le droit d'y voir ça et de me laisser le droit d'y voir autre chose. C'est la subjectivité qui fonctionne, c'est ce que j'avais mis en préface de mon livre sur l'étoile des rêves, en indiquant que j'étais ni spécialiste de l'art, ni de l'histoire, mais que je laissais aller ma subjectivité dans la contemplation d'une peinture. Ce qui m'avait amené à des comparaisons avec des rêves, et ça me permettait de dire quelque chose, tout simplement, dont je n'ai aucune prétention à ce que ce soit ni universel, ni objectif, avec cependant cette idée discutable, c'est pour ça que j'en parle, pour qu'on en discute, cette idée que on retrouve quand même la même chose dans beaucoup d'œuvres, à n'importe quelle époque et dans n'importe quel pays. Et on retrouve ça aussi dans les rêves, de beaucoup de gens, les miens d'abord, puis ceux de pas mal de mes analysants. Donc ça finit par faire quand même une certaine hypothèse quant à l'universalité de ce qu'on y voit, quand on accepte de ne plus y voir rien. L'idée de Daniel Arras, qui n'a rien à voir avec la psychanalyse, lui, il regarde les œuvres, et il regarde les œuvres avec ce qu'il a appris de l'histoire de l'art. Et ce qu'il nous explique, c'est que, effectivement, si on ne regarde pas attentivement, si on se borne à passer devant la toile dans le musée en disant « Ah, c'est joli », ou ça me plaît pas, ou ça me plaît plus que ça, effectivement, on n'y voit rien. Si on est un petit peu plus attentif, on voit quand même des trucs confondants. Que Daniel Arras n'a pas toujours vu, d'ailleurs. Ainsi, il m'a fait voir la mouche sur ce tableau de Carlo Crivelli, en nous disant que lui, la première fois qu'il est rentré dans le musée et qu'il a vu cette œuvre, il a dit bon, qu'est-ce que c'est que ce musée? On voit une mouche qui arrive à se poser sur un tableau, et puis en regardant de plus près, il s'aperçoit que non, la mouche a été peinte sur le tableau, très exactement sur le bord du tableau.
c'est-à-dire sur ce parapet qui sépare l'espace de la peinture de l'espace du musée ou de l'espace de l'observateur. Ça signifie que la mouche, elle est dans la troisième dimension, ce qui fait la nique aux deux dimensions de la toile auxquelles le peintre semblerait pouvoir être confiné. Non, lui, il prend des libertés avec ça, il fabrique la troisième dimension, une troisième dimension d'illusion, bien sûr, mais néanmoins. Et tout ce qui peut s'envoler renvoie, par exemple, au gland là, qui orne le coussin et qui a l'air de pendouiller à l'extérieur de la toile, du coup. Et qui renvoie, par l'intermédiaire de son ombre, un peu plus explicite, au zizi entre les jambes du Jésus, qui est ce qui risque de tomber en dehors de la toile. Ce qui fait troisième dimension par rapport aux deux dimensions de la surface du corps. Les peintres, comme ça, jouent de la troisième dimension, surtout depuis qu'ils ont inventé la perspective à la Renaissance. Et ils en jouent, à mon avis inconsciemment, parce que j'en sais rien. Hein. Je n'ai pas interviewé Carlo Crivelli, ni Léonard de Vinci, ni personne de ces gens-là. Je me borne à laisser parler ma subjectivité et me laisser voir ce que j'y vois. Et donc j'y vois, là, effectivement, une allusion à la castration, parce qu'une mouche, ça peut s'envoler. Et laisser dans le parapet la trace d'une fente tout à fait évocatrice du sexe féminin. Dans le parapet, c'est-à-dire dans ce qui sépare les deux dimensions de la toile de la troisième dimension où se trouve l'observateur. Une mouche ou n'importe quoi, souvent des oiseaux, hein, comme les oiseaux, la femme et l'oiseau, ça a été un énorme thème dans la peinture de tous les temps et de tous les pays. Je ne vais pas vous faire un florilège de toutes les œuvres, vous en avez certainement dans votre mémoire. Je vais m'attarder juste à cette œuvre-ci, qui s'appelle La Madonna della Rondine, excusez-moi pour la prononciation de l'italien, c'est-à-dire la Madone à l'hirondelle. Où est l'hirondelle dans ce tableau? Il faut vraiment la chercher, la voilà. Et bien c'est aussi un oiseau qui peut s'envoler. Qui peut s'envoler d'où? D'entre les jambes du Jésus ou d'entre les jambes de la Madone. Parce que pourquoi on l'aurait mise là, hein? Crivelli, peut-être, ne pensait-il consciemment que orner son tableau, comme il l'orne avec des tas de fioritures qui ne signifient rien, qui ne sont que de l'ornement, et puis des fruits, des légumes, et des oiseaux et des insectes. Quant aux fruits et légumes, si on ne regarde pas attentivement, si on se laisse submerger, hypnotiser par le fatras que représente la décoration du cadre et de la toile elle-même, on se laisse comme ça aveugler par tous ces ors, et on ne voit pas ces légumes qui sont triviaux, tellement triviaux, qui finissent par évoquer le concombre une bite et la pomme une couille. Ce qui pend des deux côtés de la Vierge. Et on ne voit pas non plus que l'évêque qui tient une maquette de ce qui semble être un baptistère, si on le regarde avec la logique des rêves, on voit un doigt qui va s'enfoncer dans une fente. Autrement dit, le mime d'un acte sexuel, la métaphore d'un acte sexuel. Et effectivement, pourquoi la Madone et le Jésus ont été tellement représentés dans tous les temps et dans tous les pays, parce que c'est comme la femme et l'oiseau, c'est la femme et l'enfant. L'enfant est ce qui peut s'envoler, et qui vient d'entre les cuisses de la femme, comme le zizi, comme le petit oiseau, comme on l'appelle dans à peu près toutes les langues. J'ai encore vérifié il y a peu auprès de ma traductrice de chinois, que en chinois aussi, on appelle le zizi le petit oiseau, comme j'en suis à peu près persuadé dans toutes les langues. Ce que je vois, moi, dans la toile contemporaine, que mon ami ou contradicteur anti-psychanalyse et pour le comportementalisme dont je parlais tout à l'heure, ce que j'y vois moi, c'est tous ces yeux, c'est justement ce qui regarde. Hein. Une femme tient là non pas un oiseau, non pas un insecte,
non pas un concombre, mais un bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs, c'est ce qu'on offre quand on veut faire plaisir à une femme. La fleur, c'est aussi évocateur du sexe féminin. Là, les yeux remplacent les fleurs. Et si on les regarde bien, quand l'œil est placé à la verticale au lieu d'être placé à l'horizontale, ça donne ça, cette autre toile d'un auteur que je n'ai pas repéré, mais enfin contemporain évidemment, qui est capable de rappeler l'histoire de l'œil de bataille dans lequel des libertins arrachent l'œil d'un curé pour l'introduire dans le vagin d'une femme. Et de là, nous regarde quoi? La castration, c'est-à-dire le fait que, à cet endroit-là, ça a été coupé. Et c'est ce qui nous pend au nez à tous, les hommes comme les femmes, parce que si ça a été fait sur les femmes, ça peut être fait sur l'homme. Je parle d'imaginaire, évidemment, pas de réalité. Hein. Ça peut être fait sur l'homme, et ça peut être fait en guise de punition pour tous les méfaits qu'on a fait quand on était petit. Parce que quand on était petit, eh bien, les adultes ont passé leur temps à nous dire fais pas ci, fais pas ça, tu vas être puni, si tu fais trop ci, si tu fais pas assez ça, si tu renverses des choses, etc. Et c'est à cette époque-là qu'on découvre aussi, par accident ou par bain pris avec un adulte ou de voir un petit frère ou une petite sœur, on découvre la différence des sexes et l'imagination qui vient tout de suite, c'est que s'il y en a un là et un autre et pas là sur le ventre d'une femme, c'est que ça a été coupé. Et pourquoi ça aurait été coupé si ce n'est parce que c'est une punition? Une punition de quoi? D'avoir eu envie, d'avoir désiré papa ou maman. Parce que c'est le principal péché, entre guillemets, le complexe d'Oedipe, c'est ce qu'on craint le plus au niveau d'une castration possible. D'avoir désiré là où il ne fallait pas. Ça fait du trou. Donc ce bouquet d'œil, c'est le remplacement du sexe féminin par l'œil qui le regarde et qui découvre qu'on n'y voit rien. C'est-à-dire qu'il y manque quelque chose. Bien entendu, je l'ai dit des milliers de fois, les adultes savent très bien qu'il ne manque rien à une femme, que l'appareil génital féminin est parfaitement constitué, mais ce sont les enfants, c'est l'imaginaire enfantin qui fabrique cette idée de la castration qui ne s'efface jamais. Et qui fait que régulièrement dans la vie, on se sent coupable de ceci ou de cela. Et que ça peut ressurgir à chaque instant dès que quelqu'un vous parle mal ou dès qu'on vous soupçonne plus ou moins de quelque malversation quelque part, ça y est, le sentiment de culpabilité réapparaît. Culpabilité, on entend bien ce que ça dit, ça veut dire coupable, c'est-à-dire qu'on peut couper. L'idée, c'est celle de la guillotine, on va vous couper la tête. Mais ça, c'est un petit déplacement vers le haut. Il y a beaucoup plus grave que de vous couper la tête, c'est de vous couper les zizi. D'où le mépris dont on a abreuvé les femmes pendant des siècles, voire des millénaires. Le fait qu'on les prenne pour des sorcières, le fait qu'on les infériorise,
qu'on les mette de côté, qu'on veuille les confiner à l'intérieur de la maison, qu'on veuille leur interdire d'avoir un compte chèque, de prendre telle ou telle décision, hein, parce que c'est tout à fait récent dans l'histoire qu'une femme puisse se comporter comme un être adulte. Alors c'est en train de changer grâce au féminisme. Le féminisme ne veut pas voir non plus, hein, mais il est utile quand même pour redonner socialement aux femmes une place qu'elles méritent. Mais les féministes refusent cette idée psychanalytique. Enfin, ça dépend quel féministe, évidemment. Mais d'une manière générale, les féministes politiques refusent cette idée de la castration qui renvoie à un primat du phallus dans le regard. Et si c'est primat du phallus, on refuse ça. Bon, si ça aide à redonner aux femmes une place de personnes, de sujets adultes, tant mieux. Bon, ceci dit, dans l'inconscient, ça continue à ne pas marcher comme ça. Bon, je ne renonce pas au plaisir de vous présenter cette autre œuvre de Carlo Crivelli, qui s'appelle Annonciation avec Saint Émidius, puisque c'est le saint qui est représenté à côté de l'ange Gabriel qui vient annoncer à la Vierge qu'elle est enceinte du Seigneur, et qui lui présente la maquette de la ville dont Saint Émidius est le patron. C'est une commande de la municipalité de cette ville-là, une commande à Carlo Crivelli. Donc il a suivi les instructions, et si on n'est pas au courant de l'histoire, on ne comprend pas que signifient ces mots « libertas ecclesiastica » qui sont inscrits au bas de l'œuvre et qui en font le thème. Parce que l'œuvre a été commandée par la municipalité au moment où cette petite ville, Ascoli, avait obtenu son autonomie administrative de la part du Saint-Siège. Donc c'est pour célébrer cet événement que cette toile a été peinte par Crivelli. Et si on ne connaît pas cette histoire, on ne voit pas ce qui se passe sur le pont, là derrière, où on voit un édile de la ville recevoir d'un pigeon voyageur venu de Rome l'annonce de cette liberté ecclésiale. Et ça devient une métaphore, l'annonce de la liberté ecclésiale par un pigeon voyageur, ça devient une métaphore de l'annonce à Marie de le fait qu'elle est enceinte de Jésus. Et ceci se fait sous la forme d'une colombe, autre pigeon voyageur, qui vient dire à Marie qu'elle est enceinte de Jésus. Donc vous voyez, je ne sais pas si c'est les édiles qui l'ont commandé comme ça à Carlo Crivelli, ou si c'est Carlo Crivelli qui a inventé cette métaphore, mais c'est très joli. Donc c'est une question de savoir historique. Si on n'a pas ce savoir historique, on n'y voit rien. Mais si on n'a pas de savoir sur l'inconscient, l'inconscient c'est un non-savoir. Je ne sais pas, je ne vois pas, et je ne veux pas voir. Eh bien, si on n'a pas ce savoir de l'inconscient, on ne voit pas non plus ce qui est juste au-dessus des libertas ecclésiae, c'est-à-dire encore une fois un concombre, une pomme. Si on n'avait pas compris dans la toile précédente, la Madone à l'hirondelle, que la concombre et la pomme, c'est une bite et une couille, eh bien là c'est assez clair parce que c'est vraiment au centre du tableau. Et ça dépasse. Utilisant le même procédé de la perspective que dans les toiles précédentes, Crivelli fait voir le concombre qui dépasse dans la troisième dimension. Il dépasse, il vient dans le champ du spectateur, dans le champ du musée, dans la troisième dimension, qui n'est pas là. Et c'est ça l'invention du phallus féminin. C'est d'inventer sur le ventre des femmes une troisième dimension qui n'est pas là, comme dans la perspective. Et si on ne se rend pas compte de ça, on n'y voit rien, on ne se rend pas compte non plus que la perspective est une illusion. Alors on le sait bien sûr, dans la réalité, on sait que le tableau est un tableau, il est à deux dimensions, et on s'extasie de ce que le peintre a pu rendre, ce qu'on appelle le relief, comme ça, pour le dire. Bon.
et qui est tout simplement une invention récente, elle n'a jamais que 5 siècles, la perspective, qui met du trou là où il n'y en a pas, mais qui peut mettre aussi, à l'inverse, du relief là où il n'y en a pas. Et c'est comme ça que les peintres font, à l'image des enfants, qui ne voient aucune raison de mettre de la castration là où simplement il y a un trou, et qui peuvent voir une bite là où il n'y a rien. D'où, dans cette toile, l'œil, qui est ce qui voit, qui est devenu la métaphore de ce qu'il y a à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire justement ce qui n'est pas là, c'est-à-dire un phallus qui a été coupé, d'où ce qu'on voit, c'est plus que la castration. D'où le fait que quelqu'un, quand j'ai publié cette peinture sur Facebook, a pu dire « Ses yeux, c'est comme des morceaux de visage découpés ». Et elle l'évoquait de ce fait, la découpe, le fait qu'il a fallu couper ses yeux pour les mettre de cette façon-là. Et c'est cette découpe qui fait métaphore de la castration, de la découpe qui a fabriqué le sexe féminin. Alors, on n'est pas obligé de me suivre, hein. Chacun, encore une fois, y voit ce qu'il y voit, et n'y voit rien s'il veut n'y voir rien, après tout. C'est pas grave. Le rôle de l'analyste, c'est de permettre aux gens d'y voir. Et d'y voir dans leurs rêves exactement ce qu'on peut voir aussi dans une peinture, car il y a une structure semblable entre le rêve et la peinture, et l'art en général. Donc apprendre à lire ses rêves, c'est aussi apprendre à lire les œuvres d'art. Du moins celles-ci, parce que lire les œuvres abstraites, il n'y a rien à voir. Là, on peut en revenir à c'est joli, c'est pas joli. C'est pour ça que je peux dire ça d'une œuvre abstraite, mais ça ne me fera pas gloser pendant des heures comme ici. C'est le fait qu'au XIXe siècle est apparue la photographie, ce qui a détrôné définitivement la peinture de ses aspirations au réalisme. Que les peintres se sont mis à inventer autre chose. Donc soit ils sont partis dans le cubisme, comme Picasso et tant d'autres, soit dans l'impressionnisme, qui focalise l'attention sur l'impression que la lumière a laissée sur la rétine, et pas seulement le réalisme, mais l'impression subjective de la lumière, plus que des objets. Et le surréalisme, qui cette fois, à l'aide du réalisme, traduit quelque chose de l'inconscient, c'est-à-dire des rêves, tout simplement, sur une toile. Il se trouve que c'est peu après cette invention de la photographie, ce passage des peintres à autre chose, des artistes en général à autre chose, que la science est passée aussi à autre chose. On pourrait dire que la science et l'art est incompatible. Pourtant, revenons à la Renaissance, celle de Carlo Crivelli par exemple, pour parler de celle de Galilée. Galilée est celui qui a remarqué quoi ? Que les objets tombaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Or, qu'est-ce que vous voyez quand vous faites tomber une feuille de papier à côté d'une enclume ? C'est que l'enclume tombe plus vite que la feuille de papier. Et même si c'est l'enclume comparée à une balle de tennis, l'enclume va tomber plus vite que la balle de tennis. Et vous pouvez comme ça rajouter du poids du côté de la balle de tennis jusqu'à un moment où vous arriverez à une autre enclume. Là, effectivement, ça va tomber à la même vitesse. Donc c'est ça qu'on voit. Et c'est ça qu'on voyait jusqu'à Galilée. C'est ce que disait Aristote. Les objets lourds tombent, et ils tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus lourds. Eh bien, c'est Galilée qui, lui, a établi la loi de la chute des corps, qui est la loi des chutes des corps dans le vide. Lui, il a vu là où on n'y voyait rien.
La science aussi fonctionne de la même façon. C'est en ce sens-là que la psychanalyse est scientifique. Hein. Parce que elle s'autorise à voir là où le refoulement fait qu'on n'y voit rien. Il n'y a pas que la question de la chute des corps. Hein. D'une manière générale, et je crois que c'est Bachelard qui disait ça, parce que Bachelard a réfléchi sur ce qu'est la science et ce que c'est que la méthode scientifique. Et, ah non, c'est peut-être Bergson, bon, je ne sais plus, qui disait « On doit apprendre à penser contre son cerveau ». C'est que d'une manière générale, les vérités scientifiques sont contre-intuitives. Elles sont contre ce qu'on perçoit. Par exemple, on a perçu aussi pendant très longtemps que la Terre était plate. Et puis un jour, on s'est aperçu, on a réussi à voir enfin qu'elle était ronde. Hein. Et pour ça, on n'avait encore pas eu besoin des satellites artificiels qui ont confirmé le fait. Hein. Il a fallu avoir suffisamment de compronotes pour aller plus loin que ce qu'on voyait. Et à peu près presque toutes les découvertes scientifiques à partir de 1900, et spécialement 1905, époque de la théorie de la relativité restreinte par Einstein, Einstein a été celui qui a vu là où on n'y voyait rien. Il a vu quoi? Il a vu que le temps n'existait pas. Et donc il a inventé l'espace-temps. C'est une notion extrêmement difficile à comprendre, parce que nous vivons dans un monde à 3 dimensions, plus la dimension temporelle, mais parler d'un espace-temps, c'est-à-dire d'un espace à 4 dimensions, c'est autre chose. Ce n'est pas du même temps dont on parle. Pour vous en donner juste une petite idée, à l'époque d'Einstein, on n'y voyait rien au-delà de la galaxie de la nôtre. On ne savait même pas qu'il existait d'autres galaxies, parce qu'on ne pouvait pas les voir. On les a vues grâce au perfectionnement des télescopes. Hein. Mais Einstein, qui ne le savait pas, qu'il y avait d'autres galaxies, par contre, il a pensé contre son cerveau, c'est-à-dire plus exactement contre la perception commune qui faisait que les lois de Newton, qui sont jamais que les lois de Galilée perfectionnées par Newton, permettaient de comprendre et la chute des corps et la mécanique céleste, c'est-à-dire le mouvement des planètes autour du Soleil. Ça aussi, c'était un grand pas fait par Newton, c'est-à-dire de se rendre compte, ce qui était loin d'être évident à l'époque, que la gravité, c'était la même chose que ce qui fait tomber les corps sur la Terre et ce qui fait tourner les planètes autour du Soleil. C'était la même force. On ne le voyait pas, ça, auparavant. Et rien ne nous permettait de le voir. Parce qu'on voit, je lâche une enclume. Parce que je suis vachement fort, j'arrive à soulever une enclume, je la lâche, elle tombe. Par contre, la lune, je la regarde dans le ciel, elle ne tombe pas. Et si je me contente de dire « Ah mais moi, je crois que ce que je vois, je suis objectif. La lune, elle tombe pas, ça n'a rien à voir. » Eh bien si, ça a à voir parce qu'il y a une force compensatrice, qui est la force de sa vitesse de rotation autour de la Terre, qui fait que, effectivement, elle ne tombe pas, mais la gravité joue de la même façon que sur l'enclume. Ça, c'était une première étape. Et la deuxième étape, parcourue par Einstein, c'est de se rendre compte, c'est-à-dire de voir, là où on n'y voyait rien, voir qu'il n'y a pas de force, mais qu'il y a une déformation de l'espace-temps. Et ça, il l'a vu avec son cerveau, avant qu'on puisse en voir quoi que ce soit. D'ailleurs, son article en 1905 n'a pas été tellement lu, ni cité. Les gens, les autres scientifiques, n'y voyaient rien. Ils ne pouvaient pas comprendre cette histoire-là. C'est plutôt en 1915, loi de la relativité générale, qu'il a inclus la gravité dans ce qu'il a découvert en 1905, c'est-à-dire cette histoire d'espace-temps. C'est toute la différence entre la relativité restreinte et la relativité générale. Mais voyez qu'il s'agit de voir à chaque fois ce qu'on ne voit pas.
Il y a là, encore une fois, du côté de la psychanalyse telle que je la pratique, c'est-à-dire que j'analyse mes rêves. C'est ça essentiellement la pratique de la psychanalyse. Ensuite seulement, c'est aider les gens à analyser leurs rêves. Et leurs lapsus, leurs actes manqués, etc., dans lesquels on ne voit rien non plus, si on ne se pose pas un peu la question, et si on va un peu au-delà de la perception commune. Ah, je me suis trompé de métro en allant chez mon analyste. Bah oui, c'est que j'avais pas trop envie d'y découvrir ce que j'allais y découvrir. Il y a du refoulement. Mais pour l'homme de la rue, même très cultivé, s'il n'a pas fait de psychanalyse, il s'est trompé de métro, il change de métro, puis il revient sur ses pas, voilà. Il n'en fait pas cas, il n'y voit rien. Bon, eh ben on a parfaitement le droit de n'y voir rien. Encore une fois, la psychanalyse n'est pas obligatoire, et le point de vue de la psychanalyse non plus. Tout ce que je fais ici, c'est de l'expliquer selon mon point de vue, parce que, je dis bien selon mon point de vue, parce que si on part du point de vue de Lacan, il faut changer le « on n'y voit rien » par « on n'y entend rien ». Parce que Lacan s'est intéressé au signifiant, c'est-à-dire ce qu'on entend. Et il ne s'est pas intéressé aux rêves. Ou très très peu. Et s'il s'est intéressé aux rêves, c'est aux rêves des autres, sauf une fois, dans Encore, où il s'est intéressé aux siens. Mais c'est la seule fois qu'il parle d'un rêve à lui, et c'est un rêve justement où il dit qu'il arrivait dans cet amphi où il devait parler et il n'y avait personne. Donc il n'y voyait rien, il n'y voyait personne. Mais c'était son souhait de n'y voir personne pour enfin être libéré de cette tâche affreuse qui s'était donnée depuis des années de parler toutes les semaines devant un public de plus en plus nombreux, donc d'être obligé d'apporter du nouveau toutes les semaines, sur quoi son invention à lui, le signifiant, c'est-à-dire ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'en fait, il est sorti de la pensée de Freud, sur Freud qui s'intéresse aux rêves et qui s'intéresse sur ce qu'on voit dans les rêves et sur la signification de ça. Lacan, il prétend faire plus scientifique quelque part en disant on ne connaît le rêve que par le récit de l'analysant. Parce qu'il s'intéresse au rêve de l'analysant, s'il en a un. Mais les siens propres, on peut s'y intéresser parce qu'on les a vus. Et certes, on en parle à quelqu'un, mais pour en parler, il faut continuer à le voir dans sa tête. Et pour en parler correctement, bien regarder tous les détails, comme on regarde tous les détails d'une toile de Crivelli. C'est-à-dire qu'on risque d'oublier tel ou tel élément dans un coin. Là, on ne va pas voir le concombre, on ne va pas voir le petit oiseau qui peut s'envoler, on ne va pas voir la mouche posée sur le cadre du tableau. Et c'est là qu'est le rôle de l'analyste, de poser des questions pour dire, dites-moi dans votre rêve, là, vous m'avez vaguement parlé d'un truc, vous pourriez préciser un peu plus ? Et c'est ça qui va permettre à la personne de faire interprétation. C'est beaucoup plus que l'interprétation de l'analyste. C'est en ce sens-là que je pense aussi que la psychanalyse est scientifique. Parce que elle ne plaque pas des significations, je ne plaque pas des significations sur ce qu'on me raconte, y compris si je m'intéresse, comme je l'ai fait pendant des années quand j'étais lacanien, uniquement à ce qu'on entend. Parce que quand on entend double, quand on entend des jeux de mots, eh bien, effectivement, on risque de plaquer le jeu de mots qu'on a entendu, que la personne n'a pas entendu, mais parfois, c'est vrai, le jeu de mots a une signification autre, une signification sexuelle, mais parfois non. Et c'est le systématisme de Lacan à entendre des jeux de mots, parfois là où il n'y en a pas, qui fait que ça devient un plaquage. Le raisonnement semble donc être le même entre la sphère lacanienne et la mienne. On n'y entend rien et on va y entendre, quitte à y entendre à la place de l'analysant, c'est-à-dire en lui refourguant la façon dont
on l'a entendu. En ce qui me concerne, c'est plutôt le on n'y voit rien, c'est-à-dire on n'y voit rien. Question castration. J'ai encore relu récemment un passage de Lacan où il dit que c'est le langage qui découpe le sujet en rondelles. Et il fait référence à l'hystérique, certaines hystériques dont Freud a parlé, dont Charcot a parlé, qui présentent sur leur corps des découpes qui n'ont rien à voir avec l'anatomie. Je me rappelle par exemple un exemple de Freud où il disait que sur le pied, il y avait une zone d'anesthésie, enfin sur la cheville et le pied, une zone d'anesthésie qui correspondait à l'image d'une guêtre. Ce qui n'a rien à voir avec l'anatomie, ce qui a à voir avec l'habillement. La guêtre, c'était à la mode à l'époque, ça ne l'est plus aujourd'hui, ça ne marcherait plus du tout. Hein. Et il y a comme ça des zones qui apparaissent, des découpes qui apparaissent effectivement dans le corps de quelqu'un. Moi je ne dis pas l'hystérique, ça apparaît sur le corps de tout le monde, hein, ce genre de truc. Une douleur qui vient ici, qui va par là, un muscle qui se tend et qui se détend ici. Et puis ensuite là, toutes des petites choses dont on dit « ah ben c'est nerveux ». Et puis ça disparaît, ça réapparaît ailleurs. Ça n'a effectivement rien à voir avec l'anatomie, même si ça se balade sur le corps. Eh bien Lacan dit c'est le langage qui opère ces découpes. Moi je dis non, c'est la castration qui l'opère. C'est-à-dire le fait qu'on n'y voit rien, là, entre les jambes d'une femme, alors qu'on aimerait y voir un phallus. Ça se traduit ensuite dans le langage. On se sert des mots pour en parler. Mais ce ne sont pas les mots qui sont la cause. Parce que ça aussi, c'est un jeu de mots cher à Lacan. La cause, c'est que ça cause. Bah, moi-même, j'ai fait ce jeu de mots pendant des années, et je n'ai tiré argument pendant des années. Je reviens un instant à la question de l'espace-temps. Pourquoi est-ce que c'est compliqué à comprendre ? Parce que on s'est aperçu dans les années 30 que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. C'est Hubble, l'astronome, qui s'en est aperçu. Et lui, il pensait effectivement que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent rapidement. Et c'est grâce à Einstein qu'on a pu comprendre que ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, c'est l'espace qui gonfle. C'est l'espace qui prend de l'ampleur. C'est un peu comme prenez un ballon de baudruche et faites des dessins dessus, ici et là. Vous le gonflez, les dessins s'éloignent les uns des autres, comme les galaxies dans l'univers. Et plus on voit loin, plus on voit dans le passé. C'est ça l'espace-temps. C'est-à-dire que le temps est lié à l'espace. Ce n'est plus comme chez nous, où on peut se déplacer dans l'espace, je peux aller d'ici à là, mais je ne peux pas me déplacer dans le temps. Je suis complètement dépendant de l'écoulement du temps dans lequel je ne peux pas me déplacer. Je reste au moment présent. Si je me souviens du passé, le passé reste passé. Si je le remets au présent, c'est parce que j'en parle. Si je parle d'un projet dans le futur, il reste dans le futur. J'en parle au présent, mais ça reste un projet. Donc je ne peux pas me déplacer, sauf par la mémoire et par l'imaginaire, dans le temps. Ce qui est déjà pas mal. Mais, dans l'espace, eh bien l'espace-temps, c'est ça. C'est que c'est le fait que plus c'est loin, plus c'est dans le passé. Et plus c'est proche de l'origine. Parce que c'est en faisant à l'envers le trajet des galaxies qui s'éloignent. On connaît leur position, on connaît leur vitesse, on fait leur trajet à l'envers et on s'aperçoit que toutes les galaxies vont converger à un point. Qu'on a appelé, avec l'abbé Lemaître, le Big Bang. Les théories aujourd'hui, spécialement la théorie de la gravité quantique à boucle, iraient plutôt dans le sens d'un rebond, plutôt que d'une origine. C'est-à-dire qu'il y aurait un univers auparavant qui se serait concentré,
et qui serait arrivé à un point de concentration tel qu'il aurait explosé en donnant le nôtre, et il continue d'exploser puisque les galaxies s'éloignent de plus en plus. Ça, on ne peut pas le voir si on n'a pas les télescopes appropriés. Et le rêve, c'est le télescope de l'inconscient. Et plus j'avance dans l'analyse des rêves, plus je perfectionne mon télescope. Et donc plus je me rapproche aussi de l'origine. Et plus mes rêves ne cessent pas de me raconter ma conception, ma gestation ou ma naissance. Et je constate ça aussi chez mes analysants. Et il fallait l'avoir vu dans ses propres rêves pour pouvoir le voir dans le rêve des analysants, pour non pas plaquer cette signification sur leur rêve à eux, mais poser les bonnes questions au bon moment pour qu'ils parviennent eux-mêmes à cette interprétation. Et à ma grande surprise, ils y arrivent très bien. Bon, certains n'y arrivent pas, mais la plupart y arrivent très bien. Quand je pose la bonne question au bon moment, une question ouverte dans laquelle il n'y a pas la réponse à la question, j'ai rêvé que j'étais... Je repense au rêve qu'on m'a raconté il n'y a pas tellement longtemps, hein, une analysante qui me raconte qu'elle est dans une rivière, et cette rivière aboutit dans un lac, et ce lac c'est magnifique, c'est très chouette, là il y a la paix, il y a la tranquillité, c'est le vrai bonheur. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce lac ? Bon, elle me dit, c'est le lieu de la tranquillité, du bonheur, etc. Et puis, j'insiste un peu, je dis, mais pourquoi ça serait dans l'eau ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre dans l'eau ? Elle dit, ah bah oui, quand j'étais dans le liquide amniotique. Ah bon, c'est ça mon rêve ? Je rêve que je suis dans le ventre de ma mère. Je dis, oui, puisque vous venez de le dire. Hein. Seulement, si j'avais pas analysé des milliers de rêves à moi qui racontaient la même chose, j'aurais pas pu poser cette question au bon moment. Bon, c'est qu'un exemple, parce que les rêves prennent des formes absolument formidables, mais le parallèle avec l'astrophysique est là. C'est que plus on voit loin, plus on voit proche de l'origine. Et au fond, je pense que c'est ça qu'inconsciemment les astrophysiciens cherchent, mais je ne veux pas parler à leur place. Eux, ils cherchent l'origine de l'univers, comme les paléontologues cherchent l'origine de l'homme, ou l'origine de la vie. Chacun se pense sur l'origine d'une façon ou d'une autre, chacun essaye de se refaire comme sujet en fabriquant, éventuellement par l'imaginaire, sa propre conception, sa propre gestation, sa propre naissance. Alors pour terminer, je vais vous donner l'exemple d'un de ces rêves que je vais analyser chez moi. Je suis dans un train et il y a des gens qui se moquent de moi dans ce train. Bon, ça m'embête beaucoup. Alors, au premier arrêt, qu'est-ce que je fais ? Je descends et je me dis que je vais monter dans une autre voiture un peu plus loin où je serai débarrassé de ces gens qui se moquent de moi. Je fais ça, je me retrouve sur le quai et je m'aperçois qu'il y a un deuxième train qui est là à quai qui n'est pas le mien étant de l'autre côté. Et je suis un peu paumé parce que je vois aucune indication nulle part, aucune indication de la destination. Puis finalement, il me semble bien que c'est mon train qui est de l'autre côté et je monte in extremis avant qu'il ne reparte. Et à peine je suis dedans, je m'aperçois qu'il roule très très vite. Et à un moment, il n'y a même plus de train autour de moi. Je suis comme en lévitation au-dessus d'un viaduc, un viaduc qui est d'ailleurs plein d'herbe, parce qu'il n'y a plus de rails. Il n'y a plus de train autour de moi, il n'y a plus de rails, il n'y a plus personne, je suis tout seul, et je lévite à toute vitesse sur cette espèce de piste gazonnée, qui est sur un aqueduc, non, sur un viaduc, pardon, qui fait des bosses, comme ça, un peu comme un grand 8, et qui arrive à un bout où il n'y a plus rien.
on n'y voit plus rien, sauf un vide formidable. Je risque évidemment de tomber dans ce vide. Et j'arrive à m'arrêter, mais juste au bord, in extremis. Et cette extrémité, d'ailleurs, elle se termine en pointe, comme ça, une pointe toujours gazonnée, à laquelle je m'accroche tant que je peux pour pas tomber. Et dans mon rêve même, je me dis, au fond, un moyen de me libérer de cette panique, c'est tout simplement de me laisser tomber, puisque ce n'est qu'un rêve. Je ne vais subir aucun dommage. Et vous voyez, j'ai la perception dans le rêve que c'est un rêve. Et puis comme c'est plus pratique, je me vois même pas tomber, je me vois arriver au village, en bas dans la vallée, dans un garage directement, où je demande à ce qu'on répare ma montre. Là, c'est la question de l'espace-temps, sans doute. Hein. Je ne sais pas pourquoi ma montre est cassée, mais ni pourquoi je vais dans un garage pour qu'on me la répare. Et là, il y a une femme qui s'emploie à la réparation, et elle se met à faire un étrange montage avec des bouteilles plastiques. Elle introduit des petites billes de plastique dans une bouteille de plastique. Et dans une autre bouteille de plastique, il y a de l'eau avec une espèce de grosse gélule transparente à l'intérieur. Fin du rêve. Interprétation. Je suis avec des gens qui se moquent de moi. Ça, c'est la paranoïa commune. La paranoïa que je refoule dans la réalité, elle revient dans mes rêves. On a tous eu des moments où on s'est fait brocarder, insulter, pas d'accord avec les gens. Bon, moi, ça m'est arrivé certainement plus qu'à d'autres. Mais je trouve une solution dans mon rêve. Et c'est pas une solution paranoïaque, c'est tout simplement de changer de wagon. Comme j'ai fait des tas de fois, quand on m'appréciait pas dans un hôpital ou dans une école de psychanalyse, je changeais d'hôpital ou je changeais d'école de psychanalyse. Mais maintenant, comme j'en ai écumé un bon nombre, j'ai décidé que c'était bon comme ça. Il fallait mieux poursuivre dans ma direction. Ce que je cherche sur le quai, ma direction, mais je la trouve, malgré un moment de flottement, un moment de panique, comme dans mon histoire. Vers quoi vais-je me diriger? Et je remonte dans ce train, où cette fois je suis seul. Et ça roule très très vite. Et je suis tellement seul qu'il n'y a plus ni train ni rail. Je me déplace dans l'espace-temps. Je l'évite. C'est-à-dire, je suis comme dans le ventre de ma mère. C'est une espèce de moment de lévitation où on est effectivement véhiculé par quelqu'un d'autre, comme on est véhiculé par un train, mais où ça se termine par quoi? Par la naissance. Je dis qu'il y a des hauts et des bas, comme dans un grand 8, oui, c'est ce qu'on peut éprouver quand on est dans le ventre d'une maman, et que elle court, elle monte, elle saute, il vaut mieux pas trop le faire, mais enfin, il y a forcément quelques nécessités qui font que ça ballotte un peu là-dedans. Et c'est peut-être quelque chose du souvenir de ce que j'ai eu comme voyage dans le ventre de ma mère, ou c'est peut-être tout simplement une reconstruction. Parce que je sais que ça se passe comme ça. Mais peu importe. Je cherche l'origine, je la trouve. Je m'en invente une imaginaire au besoin. Mais ce voyage se termine évidemment par la naissance, c'est-à-dire j'arrive au bout par ce viaduc qui se termine en pointe. C'est toujours une pointe gazonnée, c'est-à-dire le triangle des poils pubiens. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on arrive. Et que j'arrive comme tout le monde. Ça me fait peur, ça me panique, ça risque d'être une chute formidable. D'ailleurs, on appelle ça la mise bas. Et peut-être bien que les bébés, peut-être bien que j'ai ressenti cette angoisse au moment de la naissance. Mais comme je l'ignore, peut-être encore une fois que je ne fais que reconstruire l'idée que je me fais de la naissance. Et j'arrive dans ce garage. Ah non, j'oubliais de dire avant.
Il n'y a plus de rail, ça veut dire il n'y a plus de phallus. C'est aussi l'idée qui vient quand on est le phallus de la mère. C'est-à-dire, je suis ça au moment où je pends accroché à ces poils pubiens au bout du viaduc. Hein. Je suis devenu quelque chose d'ajouté qui fait troisième dimension, concombre, au ventre de ma mère, je deviens son phallus, mais du coup je risque de tomber, je risque sa castration qui m'amène à la mienne. La mienne, c'est pourquoi je vais directement au garage pour me demander à ce qu'on répare ma montre, c'est-à-dire un accessoire, quelque chose qu'on met en plus. Les femmes, elles mettent du rouge à lèvres, du rímel, des bijoux, elles se rajoutent des talons, des tas de choses en plus pour compenser la castration, hein, puisque c'est ce qui va les faire plus belles, selon elles. Hein, et selon beaucoup de mecs aussi, pas moi. Je pense que c'est la beauté au naturel, je préfère ça, moi. Mais ça, c'est chacun ses goûts. Hein. C'est un accessoire, et en même temps, c'est un accessoire qui me permet de me repérer dans le temps. Ma mémoire suppose que le temps a passé et que cette origine, comme les galaxies les plus éloignées de nous, qui sont en fait les plus proches du Big Bang, hein, là aussi, c'est un truc que je n'avais pas dit, si elles sont les plus proches du Big Bang, si elles sont les plus éloignées dans le passé, parce que leur lumière a mis plusieurs milliards d'années avant d'être percevable par nous, perceptible par nous, plusieurs milliards d'années de voyage pour la lumière, vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça fait entre le temps et l'espace, ce truc, hein, ça met l'origine à notre portée. Comme la mémoire, avec mon télescope du rêve, met l'origine à ma portée. Et oui, donc ce que je voulais dire, c'est que ce qui est au fond le plus loin, c'est-à-dire le plus loin tout autour de notre point de vue, c'est ce qu'il y avait de plus près du Big Bang. Donc ce qui est à la périphérie est ce qui était le plus près du centre. Et on voit que les notions de centre et de périphérie, du coup, n'ont plus de sens, puisque le centre se trouve dans la périphérie. Que signifie l'espace dans ce cas-là? Il signifie du temps. Et comme par hasard, je vais demander à faire réparer ma montre. Et comment on le répare? D'ailleurs, c'est une femme qui répare ça, curieusement. Parce qu'une femme, je pense, ça présentifie la castration. Donc c'est peut-être par une femme, dans mon imaginaire à moi, qui va pouvoir réparer ça. Et comment elle le fait? Elle le fait en faisant des montages avec des bouteilles plastiques. Ça, je l'avais repéré chez un des gars dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, dont je m'occupais quand j'étais à l'hôpital de Saint-Vaury, dans la Creuse. Un gars qui parlait pas, qui souffrait d'ichtyose congénitale, qui souffrait de constipation depuis 30 ans, d'une constipation telle qu'il avait là un an plus de véritable femme enceinte remplie de merde. Il fallait régulièrement lui faire des lavements, voire des opérations pour enlever la merde qui était en trop. Et il a failli en mourir plusieurs fois par occlusion intestinale. Bien, quand il venait dans mon bureau, d'une part, je lui donnais des gâteaux parce que c'est ce qu'on lui supprimait pour cause de régime, et d'autre part, il amenait dans mon bureau des tas d'éléments en plastique, des vieilles bouteilles, des bassines, des seaux, des tout ce qu'on voudra, des boîtes et des tuyaux et des ficelles pour faire des assemblages incroyables avec tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose de ça dans mon rêve. À l'époque, je m'étais dit, il se fabrique une image du corps interne, c'est-à-dire une image de son appareil digestif, puisque j'étais, moi, comme je pensais lui, fasciné par son symptôme, la constipation.
Donc il fallait qu'il se fabrique une image de son ventre. Mais au fond, à l'époque, je n'avais pas encore découvert tout ça dans mes rêves, toute cette question de l'origine. Et pourtant, je décrivais son ventre comme celui d'une femme enceinte. Peut-être bien qu'avec ses montages de bouteilles plastiques, lui aussi, il se faisait une image de sa propre naissance, de sa propre conception, gestation et naissance. Ce que me dit mon rêve, en tout cas pour moi, puisque la femme introduit des petites billes de plastique dans une bouteille, comme mon père a introduit des spermatozoïdes dans l'utérus de ma mère. Et ensuite, dans une deuxième bouteille, je vois de l'eau, c'est-à-dire du liquide amniotique, avec une espèce de grosse gélule qui baigne dedans, une gélule translucide qui représente tout à fait un fœtus. Bon. Vous voyez que mes rêves, comme l'astrophysique, me redonnent une image de l'origine. Je prends de la graine de la physique quant à la méthode scientifique, mais je m'aperçois que en essayant de pratiquer cette méthode scientifique, je suis amené, moi aussi, du côté de l'origine. Encore un dernier mot. Einstein a fait ses plus grosses trouvailles grâce à des expériences de pensée. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je ne vous ai peut-être pas dit que ce qu'il appelait lui-même l'idée la plus heureuse de ma vie, il l'a trouvé un jour où il a fait l'expérience suivante. Il s'est installé dans son fauteuil en ayant l'intention de se mettre dans un état de demi-sommeil, c'est-à-dire de faire une sieste, mais une sieste dans laquelle il garderait plus ou moins conscience. Autrement dit, il se mettait dans un état de rêve éveillé. Et c'est comme ça qu'il a compris, tout d'un coup, l'idée qui lui est venue, c'est que quelqu'un qui tombe ne ressentirait pas son propre poids. Et c'est ce qui l'a amené à la conception de la gravité comme déformation de l'espace-temps. Parce qu'au fond, le poids, c'est pas ça la question. Le poids, quand on tombe, on ne sent plus ce qui a causé la chute. Autrement dit, il n'y est pour rien à ce moment-là. Il ne fait que suivre la courbe de l'espace-temps. C'est ça qui explique la chute des corps, comme la gravitation, la mécanique céleste. Et voyez que dans mon rêve, j'évite la chute de mon corps, je ne sens plus mon propre poids, j'arrive directement chez le garagiste pour faire réparer ma castration et pour ça refaire ma conception, ma gestation et ma naissance. La naissance que je viens de faire. La temporalité est complètement bousculée, comme dans l'espace-temps d'Einstein.